parle de vision, on parle de leader. On n'a pas encore la traduction. La traduction? Non? Ok. Donc, je disais que quand on parle de futur, on parle de leaders qui inspirent. Et aujourd'hui, nous avons avec nous ces leaders inspirants de l'Afrique, des différentes régions de l'Afrique, qui vont nous donner leur vision de l'écosystème des données probantes. Donnons-nous 10 ans. Nous sommes en 2025. D'ici 10 ans, 2035, à quoi devait ressembler notre écosystème des données probantes? À quoi devait ressembler dans chacun de vos secteurs, de vos domaines, les données probantes? Je vais vous donner la parole à tour de rôle. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter en détail, donc je vais vous laisser dire un mot sur ce que vous êtes, ce que vous faites, et faire la transition sur votre vision des données probantes pour l'Afrique d'ici 2035. Je vais commencer à mon extrême gauche avec Dr Patrice. À vous. Merci beaucoup, Castro. Je m'appelle Patrick Okwen et je suis le coordinateur de eBase Africa. Et nous sommes basés au Cameroun, mais on travaille dans beaucoup de pays en Afrique. And for us at eBase, we strongly believe that innovations and best practice is what we would like to see happening at government levels with policy, also with practice, and also with people. Thank you very much. Thank you, Dr. Patrick. À votre suite, on va passer par Rose. On va donc passer par Rose. Oui. Je m'appelle Rose Oranger. C'est ma première fois pour... I can't continue anymore. I'm Rose Oranger from the African Institute of Development Policy, AFIDEP. It's really a pleasure to be here. My vision for Evidence EAP in 2035. I would have liked to be able to tell how evidence use would look like in 2035, but I can't. So I'll share with you my vision. I would like the evidence use field in 2035 to be everybody's practice. When I say everybody's practice, I mean people in government agencies at the continental level, at the African Union, at the regional level, in our countries, at the subnational level, at the community level, thinking about data and evidence when they're making decisions. That is my vision, that is where we want to be in 10 years from now in 2035. Thank you. Thank you, Rose. Et donc, à la suite de Rose, on aura Dr Alpha, qui pourra aussi se présenter à nous. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Olfa Soukri, moi j'arrive de Tunisie et je suis honorée d'être avec vous, d'être élue pour représenter l'Afrique du Nord. Mon expérience parlementaire m'a permis surtout de comprendre qu'on porte la voix, et la voix du peuple. Et ce qui est important en tant que professeur en économie, c'était d'expliquer l'économie à tout un chacun. Comment comprendre que l'État investit pour les citoyens, comment comprendre qu'il y a une distribution équitable, inclusive, comment atteindre un impact réel et mettre en place un budget citoyen en toute transparence, avec inspiration, mais aussi avec un engagement. Alors, dans mon expérience, mon leitmotiv, ça a toujours été le développement, comment aller vers le haut, how to elevate, comment prospérer aussi bien l'économie, mais faire attention à la planète et aux personnes essentiellement, mettre l'humain au centre de tout. Et les données probantes, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'information est maître de tout, et l'instantanéité. Et si je dois retenir deux mots essentiellement pour les politiques publiques ou l'évaluation des politiques publiques, je dirais qu'il faut, 1, l'accessibilité à l'information, et 2, c'est la transparence. Alors, j'ai été reconnue parmi les 7 personnalités dans le monde les plus impactantes sur les questions de développement parce que j'ai su oser poser une question: où va l'aide pour le développement pour un pays comme la France ou l'Europe ou
les banques multinationales qui investissent dans le développement. Ma vision d'ici 10 ans, c'est qu'on ne parlera plus de budget citoyen, mais on aura l'accès à tous les citoyens. Merci beaucoup. Et donc, à la suite de Dr. Alpha, ce sera donc professeur va pour nous dire aussi sa vision, peut-être se présenter à nous, et ensuite nous donner sa vision des données probantes d'ici 2035. Merci beaucoup, notre cher collègue, pour un jour. Honorable Rodrigue, donc nous vous saluons donc, et nous vous remercions par rapport donc, à cette invitation. Et bonjour, chers tous. C'est un réel plaisir donc, de participer à ma première fois donc, dans Evidence. Et je vois que, comme on dit chez nous, alhamdulillah, qu'on a des gens qui ont cette vision et qui veulent tout simplement donc, nous aider à prendre les bonnes décisions. Moi, c'est honorable député Samba Dang, donc vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, président du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Et ceci est une occasion, un réel plaisir, parce que je l'ai toujours dit, aujourd'hui, nous sommes challengés, nous les décideurs. Être décideur donc, dans ce monde du 3e millénaire est extrêmement difficile, parce que surtout être parlementaire. Vous traitez des sujets dont celui qui est devant vous maîtrise beaucoup plus ce sujet dont vous traitez. Et vous risquez d'être ridicule à ses yeux, vous risquez d'être ridicule aux yeux de vos enfants, vous risquez d'être ridicule aux yeux de ceux qui vous jugent, de ceux qui vous écoutent et de ceux qui vont vous donner leur voix. C'est pourquoi, si vous devez décider, si vous devez être un conducteur, vous devez décider sur la base des chiffres clairs, des données probantes, des données qui vont vous permettre demain de dire que voici la bonne décision qui a été très objective. Je donne un exemple tout simplement. Si la donnée est non probante, vous prenez une décision, la décision elle est mauvaise, elle n'est pas tout simplement efficace et elle n'est pas bonne pour la société. Mais si vous prenez une décision et cette décision est basée sur une donnée qui est probante, ça veut dire que la décision elle sera claire, elle sera bonne, elle sera objective et elle sera votre juge demain par rapport à ce que vous donnez à vos politiques publiques. C'est pourquoi nous autres parlementaires, nous autres décideurs, c'est aujourd'hui une obligation d'avoir ces données probantes, de travailler avec ces données probantes pour éclairer nos décisions, pour rendre beaucoup plus objectives nos décisions, pour voir ce que nous faisons et d'ici 2035, prendre les meilleures décisions. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque le professeur, le directeur de l'Institut parlementaire du Bénin, a fait son speech, après, je me suis levé pour lui rendre hommage. Pourquoi lui rendre hommage? Parce que chez nous, on dit que si vous voyez chez votre voisin une bonne action, il faut copier cette bonne action. Donc, Monsieur le Président et l'Institut donc, des parlementaires du Bénin, soyez-en remerciés, mais soyez-en aussi félicités. Et à travers vous, je félicite aussi la République du Bénin parce que ceci est une bonne action et rien ne vaut de copier donc la bonne action. Nous concernant, nous au Sénégal, on l'a dit et on l'a redit. Aujourd'hui, nous ne parlons plus du Sénégal, mais on parle de l'Afrique en tant que telle. On parle de la citoyenneté africaine en tant que telle. Et si nous voulons être souverains en Afrique, il faut maîtriser nos données. La souveraineté commence par maîtriser vos données. Savoir qu'est-ce que vous devez manger, quand est-ce que vous devez le manger, avec qui vous devez le manger, combien vous devez avoir pour donc avoir votre dépense quotidienne. Et si vous ne maîtrisez pas vos données probantes, vous ne pouvez pas maîtriser votre futur, vous ne pouvez pas maîtriser vos politiques publiques, mais vous ne pouvez pas maîtriser votre pays. Donc la maîtrise de nos données probantes doit être aujourd'hui exigée et c'est une réalité chez nous. La question c'est quoi? Comment faire des décideurs des chercheurs et comment faire des chercheurs des décideurs? That is a question et je dépose ma parole sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci professeur, merci pour ces éléments très intéressants. Alors, nous avons le plaisir donc de recevoir Dr Edon Syriac qui a pu se joindre à nous. Il est le directeur général des politiques de développement. Bonne arrivée, bienvenue parmi nous, Dr Edon. Alors, nous avons commencé la discussion avec les autres panélistes, d'abord sur leur présentation, ensuite sur leur vision des données probantes dans le secteur ou le domaine d'activité dans lequel ils sont.
Et nous avons donc eu le retour du collègue de l'Afrique centrale, Dr Patrice, qui a mis l'accent sur l'innovation. Le retour de Dr Rose, qui a mis l'accent sur la pratique, de Dr Orfa, qui a parlé beaucoup plus du citoyen, et puis du professeur qui a mis l'accent sur la souveraineté. Donc, je vous retourne donc la parole pour aussi avoir votre vision des données probantes d'ici l'horizon 2035, d'ici 10 ans. Merci beaucoup. Je suis Cyriaque Edon, directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. La direction nationale des politiques de développement est appelée dans certains pays la direction de la planification. Et donc nous sommes la direction qui s'occupe de la planification au niveau national. Cela dit, je suis moi-même enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis économètre de formation, donc sensible aux questions de données, et spécialiste aussi dans des modèles d'évaluation d'impact. Donc ma profession de base fait que je me retrouve à la planification du développement, et donc je ne peux qu'être sensible à l'utilisation des données et à l'implication du monde académique dans l'élaboration des documents de planification. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est un peu tout ce qui a évolué au Bénin, qui a permis de mettre au cœur de l'intervention gouvernementale tout ce qui est la planification et l'évaluation. J'aurai l'occasion d'en dire un peu plus. Nous avons pris une loi cadre sur la planification des données et la planification de développement et l'évaluation des politiques publiques, et qui nous oblige à évaluer toutes les interventions ex ante, à mi-parcours et à la fin. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation de ne pas élaborer ou réélaborer un document ou actualiser un document en cours sans avoir évalué celle qui vient à échéance. Et lorsque l'on regarde aujourd'hui ce qui se passe et la façon dont on a évolué, parce que l'objectif c'est d'institutionnaliser en fait l'évaluation, mais aussi la planification pour que cela soit l'action réelle. Et si on voit ce qui a été accompli au Bénin il y a une dizaine, plus ou moins maintenant 10 ans, beaucoup de personnes sont impressionnées. Mais ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'abord d'une bonne planification. Et cette planification, lorsqu'on l'a finie, on fait les évaluations nécessaires et les études de faisabilité nécessaires, on mobilise les ressources, et sans ça, on ne lance aucun projet au Bénin. Et c'est ça qui fait que dès que l'on lance, on atteint les objectifs assez rapidement. Ma vision, c'est que demain, cette pratique perdure et que ça devienne une culture évidente pour tout le monde, et qu'on ne voit plus l'évaluation comme une sanction ou comme quelque chose qui peut être un handicap, mais beaucoup plus une aide à la décision. L'évaluation n'est pas de l'audit. L'évaluation, ça apporte des données probantes, parce que si on n'adresse pas clairement ce que l'on veut, si on ne connaît pas réellement le problème, on ne pourra pas amener les solutions qu'il faut. D'où la nécessité d'avoir une bonne évaluation, d'avoir une diversité des données et de rendre ces données publiques. Et c'est à cela que nous travaillons aujourd'hui au Bénin, pour que les données soient à la portée de tout le monde et que nous vulgarisons le plus possible tous les résultats et renforcer la reddition de comptes. Et donc, la vision, c'est que demain, ce qui paraît aujourd'hui comme incertitude devienne une évidence pour le pays. Merci. Merci beaucoup, Dr Edon. Merci pour ces éléments. Je retiens 2 expressions. L'évaluation, qui n'est pas punitive, mais est censée informer, guider, et puis institutionnaliser. Et faire donc de ces pratiques des normes, une culture, et qui puisse permettre aux gens de façon spontanée, de façon routinière, en fait, de le faire sans qu'on ne soit obligé d'être derrière eux. Alors, à vous écouter, il y a un ensemble d'éléments qui sont en train de sortir. J'ai entendu donc institutionnalisation, innovation, pratique, et la participation citoyenne, la souveraineté. La question suivante, c'est de maintenant à cette vision. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut changer maintenant pour qu'à l'horizon 2025,
peut-être qu'on sera encore à une autre édition de la conférence EIN, je ne sais pas où, et qu'on fera le bilan. À ce moment, qu'est-ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui pour qu'on soit au rendez-vous de cette vision? Je vais commencer par celui qui a parlé en dernier, parce qu'il a encore ses idées assez fraîches, et retourner vers les autres. Donc, Dr. Edon, on commence par vous. Vous me recevez? Ok, c'est bon. Avant de dire ce qu'il faut faire, je vais d'abord dire ce qui a été fait aujourd'hui comme réforme au Bénin, puisque c'est l'exemple que je maîtrise le mieux. Au niveau du Bénin, nous avons eu des réformes institutionnelles. Et ces réformes institutionnelles ont visé à faire de l'évaluation, comme je l'ai dit, à rendre institutionnaliser l'évaluation, mais aussi la planification pour que ça devienne une habitude. Et que rien ne se décide au hasard et qu'on ait un calendrier clair que nous suivons et nous avons un agenda à respecter plutôt que de respecter un agenda imposé par l'extérieur. Et pour ça, la première des choses a été de prendre une loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Parce que l'approche est de dire que la planification et l'évaluation, c'est deux faces d'une même médaille. Et cette loi cadre vient institutionnaliser le cadre national de la planification, mais aussi le cadre national de l'évaluation et donner une autonomie à ce cadre-là pour que ce qui sera planifié soit évalué et que l'évaluation soit totalement autonome. Et c'est cette loi cadre qui nous a amené à élaborer la vision Bénin 2060, un monde de splendeur. Cette vision a été conduite de façon participative et inclusive. Mais la première chose qui a été faite avant d'élaborer, c'était d'évaluer la vision précédente, qui est la vision Bénin 2025 à la FIA. Cette vision a été évaluée, mais aussi nous avions participé à des collectes des données au niveau de la perception et des aspirations des Béninois. Nous arrivons à faire ça et aussi à démocratiser un peu plus les données. Je pense que c'est sur ces plans maintenant que nous devons travailler pour rendre l'opérationnalisation de toutes ces mesures institutionnelles encore plus efficaces. Merci beaucoup, Dr. Edon, pour ces éléments. Je retiens 3 éléments. Je suis un chercheur qui aime résumer. Réformer, renforcer les capacités et puis démocratiser. Je retiens aussi que ce n'est pas des actions à entreprendre demain, c'est des actions qui ont commencé déjà au Bénin et qu'il faudra accélérer vers la réalisation de la vision commune de 2060. Merci beaucoup pour ces éléments. À votre suite, on va donner la parole à Dr. Patrick pour le même exercice. Et relativement à l'innovation, à tout ce qui s'est fait déjà au niveau de eBase, l'innovation que vous voyez comme un vecteur phare de la promotion de l'utilisation des données probantes, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce domaine pour qu'on soit au rendez-vous de 2035? Thank you very much. So 2035 is a very interesting year for Cameroon, which we also call Le Continent. If we all know about the president of Cameroon, he's the oldest president in the world. He is also the longest serving president in the world. So he's 93 years old. And he says in 2035, he will hold the hands of Cameroonians to emerge. Now, this is interesting, but let's come back to the conference. I believe, and this is the same belief we have at eBase, that by 2035, we should move from aspiration for use of evidence in policy. We should move from aspiration to the default operating system. And our indigenous knowledge systems should also be able to move from legitimacy or the struggle for legitimacy to sovereignty. Now, that said, there are 3 main things that I believe that we must do if we want to see this happen. And the first one is that we must invest in systems, not just studies. In the beginning of this talk, I think Freyus and Rona made reference to ESIC. So ESIC is one of these kind of concepts
that can help us to invest in infrastructures and in systems. And it needs us to be able to continue that. In Africa, most of the time, this evidence use is usually project-based. And when the funding goes, that's the end of it. How can we invest in infrastructures and systems so that when evidence or when funding goes, we would still be standing strong? Second, we must center African voices. And when we talk about African voices, it means African policymakers, African practitioners, and African people, especially youths, especially women, especially indigenous populations as well. And we must also think about promoting indigenous tools moving forward. Third, we need to harness technology and talent. Now, one belief we also have at eBase is that artificial intelligence has more value in Africa, and it's actually a cheaper way towards development. However, we've shied away from it a lot in Africa. And I think the final step that we must take as Africans is to take that bold step towards embracing artificial intelligence if we must get there by 2035. Thank you. Thank you, Dr. Patrick. Alors, je vais aussi essayer de ramener votre speech en quelques mots clés. Je vais en tout cas essayer. L'action, donc passer de l'aspect à l'action sur le terrain, investir dans les systèmes et dans les infrastructures, les fondements, les piliers en fait de cet exercice. L'inclusion, les jeunes, la communauté, et tirer profit des outils du numérique et de l'intelligence artificielle qui sont, on va dire, des vecteurs pour accélérer et aller vers le développement peut-être d'une manière moins onéreuse, enfin, en termes de coûts-bénéfices, qui soit beaucoup plus facile, surtout pour nos pays qui ont des moyens assez limités. Merci beaucoup pour ces éléments. À votre suite, on va donner la parole à Dr Rose Randier pour nous dire aussi, d'ici 2035, et relativement à ce qui s'est fait déjà au niveau de AFIDEP, peut-être sur quoi est-ce qu'on doit insister encore davantage, qu'est-ce qu'on doit changer pour pouvoir être au rendez-vous de 2035. Merci. Thank you, Rodrigue. I'll just add to what the previous speakers have said. I think the first one talked a bit about capacities for people to understand evaluation data, and Patrick has talked about investments. I'll start from there, particularly on the issue of investments, and I mean domestic investments. We all know that much of the research and science on the continent is we're investing very little as African countries in that, and we also know that the development space has changed. And so coming back to remind us about the commitments, our governments have made commitments around investing 2% of GDP to research and development. I don't know if people here know how much their governments are investing in that space. I think South Africa is the only one that does well, and maybe it has gone beyond 2%. But nearly all the governments on the continent are not investing 2%. And so if we talk about institutionalizing evidence use, my vision of evidence use being a practice in 2035, it will not happen if we are still investing very little in the generation of research, the development of innovations that address our problems. But even when you think about what my brother is talking about in terms of harnessing AI, we still don't have a lot of data on African communities. And so even as we rely on AI and start harnessing it, what data is it relying on? And we have to invest in systems that enable us to generate the big data we need that then goes into the AI algorithms for us to be able to use tools that are actually contextualized on the continent. And so the bottom line for me, one is really domestic investments, increasing those investments so that we can drive our own innovation, the innovations we want as Africa to drive our evidence use. We can generate the data we need that needs to be fed into these AI and digital tools for it to provide solutions for us.
we must also invest domestically in building the capacities needed from the primary school level, building the capacities and interest in research, not just investing in PhDs, but making science, making research use something that even our children in primary school are engaging with and innovating even at that level, so that they are providing solutions even as they get their certificates. So investments for me is really big. I know there's a friend of mine who keeps talking about one of our governments like big cars, and someone has said one of those big cars that governments use in a country like Kenya, where I come from, can educate, I think, up to 10 PhDs or something. So would you rather have a big Prado running around as a minister, or would you rather use that money to develop 10 PhDs, or ensure that primary schools actually have facilities? So investment is big. The other one that I would add is just intensifying citizens' efforts to hold governments accountable. And not just accountable for evidence use, but accountable for service provision. Because if we push them to be accountable for service provision, which they all are, then they will be forced to actually look at data and evidence. Often I ask, not myself, because the answer is no, but I ask people that I engage with to say, how many of you look at data at the ward level, the community level in your countries? People who look at data on how your local governments are using their budgets and how they're using it to invest in communities. A lot of people don't. And then we still expect our governments to look at data. So many of them will actually put up budgets on their website that nobody looks at. Those budgets will not be spent. We are not holding them to account. We are not looking at how they're spending those budgets. And then we expect them to do magic. So I come back to challenging us. What we must do right now to achieve that vision is engaging as citizens, including myself, engaging our governments from the very community level, going into the national level. Many of us will wait to vote during the general election, 5 years or 7 years. The big question for me is, what are you doing in between? How are you looking at how your communities and how government is providing services at that level? A lot of people don't engage. They just expect magic to happen, and then we wait for 5 years and we go to vote. But then in between the 5 or 7 years, what are we doing? If we engage governments more, we'll actually push them to look at the data and use data in their budgeting and even spend our resources better. I'll leave it there. Thanks. Thank you, Rose. Merci beaucoup, Dr. Rose, pour ces éléments. Alors, vous êtes revenu sur des éléments évoqués déjà par les collègues, le renforcement des capacités, l'investissement, et les outils, l'IA, mais aussi sur l'engagement politique et citoyen. Et peut-être Dr. Ofa va encore revenir sur la question de l'engagement citoyen, mais aussi sur la question de redevabilité de nos dirigeants. Donc, merci pour ces éléments. Nous allons passer donc à Dr. Ofa pour les éléments ou les changements que nous devons faire aujourd'hui pour atteindre la vision de 2035. Alors, aujourd'hui, face au changement sociétal, aussi bien culturel, nous, ce qu'on pense en tant qu'Africains, on va parler dépenses et on va parler performance. Alors que quand on parle des données probantes, c'est des données qui doivent être objectives, collectées sur le long terme, accessibles aux décideurs et surtout transparentes envers les citoyens. Et dans une société de transformation et d'information, il est important de mettre de l'innovation, une transformation digitale où l'innovation va jouer le rôle d'un change maker, d'un changement de paradigme, aussi bien pour les preneurs de décision, pour les académiques, et va offrir une accessibilité aux citoyens. Et j'apprécie ce qu'a dit Dr. Rose par rapport à l'investissement. En termes d'investissement public, en tant que parlementaire, j'étais dans la rapporteure de la commission de finances, c'est 80% du travail de l'Assemblée passe par la commission de finances. Et on va voir l'investissement public, l'investissement privé, comment distribuer ce budget, sauf que ça reste dans des sphères de décision et pas accessible aux citoyens, pas compréhensible. C'est pourquoi il faut investir dans la formation des personnes qui sont au sein de l'Assemblée, donc l'Institut parlementaire, ce qu'il fait par rapport à l'évaluation des données. Il faut investir pour que la société civile soit engagée et intéressée à expliquer comment le budget, apporter un budget citoyen
en termes d'impact, il ne s'agit pas de dire on donne 30% du budget à l'éducation, mais ces 30% réellement vont donner quoi à un citoyen? Est-ce que c'est 1000 classes? Est-ce qu'on va accueillir plus de 2000 professeurs? Est-ce qu'on va parler de performance de nos élèves qui vont atteindre un niveau universitaire et faire combien de thèses? C'est comment traduire ce budget de manière compréhensible, impactante, et qui va permettre aux citoyens de suivre en termes de redevabilité, je ne vais pas dire d'auditer ou de contrôler, mais d'être engagé dans un système. Et dans quelque chose de très simple, c'est vrai qu'on demande souvent à l'État de dépenser. Mais si on va se mettre de l'autre côté, en tant que décideur, comment on va collecter cet argent? Comment on va collecter le budget de l'État? Et expliquer de manière simple, il y a des dépenses et il y a des ressources. Et aujourd'hui, si nos ressources sont bien allouées grâce aux données probantes, on va avoir du temps pour convaincre, on va avoir du temps sur non seulement une accessibilité, instantanéité par rapport à toutes les technologies qu'il y a, aussi bien avec de l'IA, avec la big data, mais on aura de la durabilité. Et c'est ce qui va permettre, sur le long terme, de construire sur les 10 ans, aussi bien dans l'innovation, la transparence et l'accessibilité. Merci beaucoup, Dr. Fa, pour les différents éléments. Je pense que vous êtes revenu aussi sur des éléments évoqués par les collègues et ajouté d'autres éléments, la durabilité. Et vous avez insisté sur l'investissement, donc qui revient beaucoup. Donc c'est un aspect très important que nous allons retenir au fait de ce panel. Et pour finir, nous allons laisser la parole à Professeur Samba pour aussi nous donner assez rapidement ces éléments de changement qu'il entrevoit pour la réalisation de la vision 2030. Merci beaucoup, honorable Rodrigue. Je dis toujours, si vous écoutez un parlementaire parler, c'est très difficile un autre parlementaire donc de parler derrière, parce que c'est les mêmes, donc c'est les mêmes mots, c'est les mêmes concepts. Je vais m'efforcer donc d'ajouter un tout petit peu par rapport à ce que honorable a dit. Moi, je pense qu'il faut faire un benchmarking des bonnes pratiques. Il faut partager entre donc les pays, surtout de la francophonie. Et au-delà des pays de la francophonie, donc tous les pays d'Afrique donc doivent partager par rapport aux bonnes pratiques parlementaires pour pouvoir aller à bout donc de ce manque d'informations et de données. L'autre chose, c'est une coopération parlementaire. Il faut que la coopération parlementaire soit réelle en Afrique. Donc, parce que si nous n'avons pas cette coopération parlementaire, on ne peut pas copier ce qui s'est fait ailleurs. Alors que si on a une très bonne coopération parlementaire, il y a tout simplement la vérité, il y a tout simplement donc la capacité à interagir donc entre parlementaires, mais surtout entre parlements. L'autre chose, c'est tout simplement renforcer les capacités de la société civile à évaluer et donc de faire le suivi donc des politiques publiques. Si les sociétés civiles sont très bien renforcées, donc elles peuvent agir et elles peuvent tout simplement montrer la voie au peuple, elles peuvent montrer la voie aux populations. L'autre chose, c'est renforcer la capacité des décideurs, surtout les parlementaires. Nous venons donc de terminer une session de formation avec l'IPAR, donc qui a renforcé les capacités des parlementaires sur les données probantes, que nous remercions au passage. Mais comme l'a dit aussi le directeur exécutif donc, de l'ACED, cette capacité, cette collaboration doit se continuer entre donc, les parlementaires et donc, les ONG qui s'activent par rapport donc, à l'utilisation des données probantes. L'autre chose, c'est avoir des instituts parlementaires dans chaque pays. L'institut parlementaire doit être le bras technique du Parlement. L'institut parlementaire doit accompagner le Parlement. Parce que le décideur, c'est un guide, mais un guide doit être éclairé. Si le guide n'est pas éclairé, c'est un mauvais guide. Et vous ne voulez pas être dirigé par des mauvais guides. Vous avez choisi un bon guide. Et si vous avez choisi un bon guide, celui-là doit être éclairé. Et moi, je pense que les instituts parlementaires doivent être mis en place partout. Mais plus que ça, on doit avoir un institut africain, un institut parlementaire africain.
que ce soit dans un pays anglophone, francophone, tous les pays d'Afrique se regroupent en un institut parlementaire qui va guider tous les pays africains par rapport aux données probantes et par rapport à l'utilisation donc de ces données. L'autre chose, c'est, comme l'a dit le docteur, donc le directeur des politiques donc, publiques du Bénin, nous, on a cette même vision presque. On a la vision 2050. Et dans cette vision 2050, on a un plan quinquennal 2029. Et après le plan quinquennal, on a le master plan 2035. Et dans ce master plan, pour accompagner la vision 2050, on a voté des lois. On a voté la loi sur les lanceurs d'alerte pour permettre aux citoyens, s'il y a des problèmes, de pouvoir lancer une alerte, de pouvoir sortir les preuves, les données qui montrent que ce qu'ils sont en train donc de dire, c'est réel et voici les données. On a voté une loi sur la disponibilité de l'information. C'est-à-dire que l'information doit être disponible pour tout citoyen. Tout citoyen qui voudrait donc en disposer et l'utiliser par rapport donc à la bonne marche du pays, donc cette information doit être disponible partout donc dans l'exécutif. Maintenant, pour avoir une gestion catholique donc des deniers publics, nous sommes obligés donc d'avoir donc l'Office national donc pour la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Parce que aujourd'hui, nous pensons que nous l'avons dit, avec ce nouveau régime donc dirigé par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, nous sommes dans le Djoub Djoubal Djoubanti. Ça veut dire que la gestion catholique des deniers publics. Parce qu'en Afrique, ce qui gangrène nos économies, ce qui gangrène notre République, c'est tout simplement la corruption, donc le vol des deniers publics. Et ça, il faut mettre un terme à ça. Et tant qu'on ne met pas un terme à ça, on ne peut pas continuer, on ne peut pas dire qu'on va se développer. Pourquoi? Parce qu'on va nous donner des données non probantes. Et si maintenant le Parlement n'a pas d'outils nécessaires pour contrecarrer les données de l'exécutif, parce que qui voudrait donner des données qui vont vous contrecarrer? Il n'y en a pas. L'exécutif vient avec ces données, mais si ces données sont fausses, nous parlementaires, on est obligés de nager avec ces données fausses. Mais à côté, si on a des données qui sont exactes, probantes, qui vont nous permettre de contrecarrer les données donc, de l'exécutif, à ce moment-là, donc, on pourra évaluer et contrôler l'action du gouvernement. Mais s'il y a une seule donnée, c'est la donnée de l'exécutif, mais à ce moment-là, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas aussi donc de dualité. C'est pourquoi le Parlement doit avoir à sa disposition des données probantes, des données exactes pour contrecarrer l'action du gouvernement ou bien contrôler l'action du gouvernement et évaluer donc l'action du gouvernement. Mais non, le problème c'est quoi en Afrique? Tout est dans les tiroirs. Nous tous, nous le savons. On a fait de très bonnes recherches, tout est là, les docteurs, les chercheurs qui sont là ont fait d'excellentes recherches. Mais tout est rangé dans les tiroirs. La question, c'est quoi? Comment mettre maintenant en œuvre cette recherche à la disposition donc, des populations, à la disposition des décideurs? Ça, c'est une première question. Mais la deuxième question, si on ne le fait pas, la sanction, c'est là où la société civile est très importante. Parce que aujourd'hui, le citoyen a la possibilité de sanctionner le régime qui est en place. S'il donne un programme, n'exécute pas le programme et le citoyen l'évalue par rapport à ce qu'il connaît et il peut le sanctionner, c'est lors des élections, soit législatives, soit locales, soit présidentielles, que le citoyen peut sanctionner donc, le régime qui est en place. Mais tant que le citoyen n'est pas éveillé, tant que le citoyen ne sait pas qu'il peut sanctionner donc, le régime en place, à ce moment-là, donc, cela va manquer d'objectivité, on sera très subjectif. Et si on est très subjectif, ça veut dire que tout est biaisé, tout est faussé. Et bonjour donc le sous-développement. Maintenant, pour aller vers le développement, il faut être objectif et sanctionner les régimes qui sont en place s'ils ne parviennent pas à mettre en place donc, les programmes qu'ils ont donc donnés par rapport à leur campagne électorale et autres. Moi, je pense que l'utilisation de ces données probantes, la collaboration, donc le benchmarking peut nous permettre donc de pouvoir aller vers ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Sambadan. Merci pour ces éléments, pour cette incursion dans l'environnement parlementaire. Pour paraphraser Gopal, je ne sais pas s'il est encore là. Donc, un bon guide, c'est un guide qui sait, qui ne sait pas, mais qui se fait entourer des gens qui savent pour l'accompagner. Merci beaucoup pour ces différents éléments qui ont été apportés. J'espère que les participants ont aimé et apprécié les éléments de discussion. Nous avons quand même des visions, je pense, qui sont partagées et qui appellent à une action collective.
parce que ceux dont les panélistes ont parlé ne relèvent pas uniquement d'eux et de leurs institutions, mais c'est un effort collectif qui doit être fait pour qu'en 2035, ou peut-être avant, on puisse quand même réaliser certaines de ces visions. Aidez-moi à remercier avec une belle ovation les différents panélistes et ce sera la fin de la section. Merci beaucoup à vous. A round of applause again for our panelists, please. Thank you so much. So my job again is very easy. So I'm here to guide you what happens next, right? So we are going to get some drinks now. So this is the tea break. We have tea break until 12. So from now until 12, we have the tea break. Where is the tea break? You are going out the door and you're going to the tent to get something to eat, right? Are we all good there? Very poor, yes, but I'll take it. Right, until 12 we have the tea break. And then from 12 until 1, we have the breakout rooms, right? So if you want to be part of the session that is focused on the AEN manifesto, you are coming back here, right? But if you want to be on the session that is focused on young people, so this session is led by, and it's talking about young people, you are going to go to the reception of the hotel, you press M, and then you're going to the room that is called Cidre, right? And then if you want to have training, so this training is focused on how to use Epi Reviewer for your reviews. You are going to Oregon, which is also up. You also are pressing M again for that one. Are you with me? When I say we love, you say evidence. We love? Evidence. We love? Evidence. When I say we love, you say evidence. We love? Evidence. We love? Evidence. Great. And then if you want to go to the Innovation Hub, remember you are going to the left, the glass house. Right. So that session will end at 1. Right. So to my facilitators, so Charity, Fabio, and Zafir as well, you have less time than I initially allocated for you. So please ensure that you keep the time. We are going to lunch at 1. Right. Are you still with me? Great. And then after lunch at 1, we come back again for breakout sessions. And the breakout session would be, yes. The breakout sessions after lunch, same story. So if you want to be part of the session that is focused on lips, you'll be here, right? And then if you want to be in the session that is focused on transforming health, you are going upstairs. And if you want to be part of the training that is focused on rapid evidence synthesis, you are going up again, right? And then if you want to be part of the Innovation Hub, you are going to the glass house. And then we're going to have tea break, so all of a sudden we'll be on track, so we won't have to delay. And then we are coming back here, all of us. Oh, I see where the commotion is coming from. So after this lunch break, we have Violet's session, so that's the lip session. And then I think only after lunch do we have the AEN slot. So that should be fine. Are we all clear where we are going? Have we decided what sessions we are going to attend? Are we all good? Can I have a yes? Thumbs up? Great, so lunch until 12.
Just a short reminder, everyone, please leave your headsets on your seat before leaving the room. Merci de laisser vos casques sur vos sièges avant de quitter la salle. First come first. And the French. Thank you very much. Yes. A little bit stressed, but good to know that. Are you a French speaker? Sorry? Are you speaking French as a... Oh, I do a little public speaking. I'm a spoken word artist as well, but officially I'm in digital marketing. You're very good. Thank you I very like the- much. yeah. Thank you. I Yeah, appreciate thank you. it. Richard. My name is Richard Richard from South Sudan. from South Sudan. Okay, awesome. Femi from Benin. Benin from Benin. Yes, from here. Welcome to my country. Thank you. Very good country. Thank you So far, much. so good? Yeah. very Yes? good. Yeah. Okay, awesome. All right, well, I'll see you later or Sure. tomorrow then. Sure, I'm around. Yeah. Okay. Hi, hello, Jessica. Femi. Femi, the MC, I know, I've heard you in action. is really good on that. Jess, Dr. Jess will be the one will be speaking tomorrow morning. Okay. Yeah. Okay, so On evidentiary. no, I will read it. I'll find the proper thing and read it. It's But- basically about evidence for movement at the ridge. You have until 12 for the break. I would suggest you make your way out. Let's make our way out. There's no time.